Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la langue anglaise dans le monde, à quel point elle est utilisée et comment elle est devenue une langue globale. Et pour l'occasion, cette vidéo est sponsorisée par Cambly. Cambly, c'est une application qui vous permet de prendre des cours d'anglais en ligne avec des professeurs dont l'anglais est la langue maternelle. Et ça, c'est super important car c'est finalement quelque chose qui n'est pas forcément très courant. On est souvent amené à parler anglais, mais avec des non-natifs. Et c'est forcément moins efficace pour apprendre du vocabulaire, des expressions, etc. Sur Cambly, vous pouvez choisir votre professeur. Vous voyez que vous pouvez le sélectionner en fonction de son pays d'origine et donc de son accent, en fonction de la note qui lui a été attribuée par les autres élèves, et surtout, vous avez la possibilité de choisir la thématique que vous souhaitez aborder. Et ça, c'est une super fonctionnalité parce qu'admettons que vous soyez habitué à parler en anglais à votre travail, et bien forcément, votre vocabulaire va être lié à votre secteur professionnel. Moi, par exemple, pour la chaîne, je lis beaucoup de choses en rapport avec la géopolitique, mais je serais sûrement beaucoup moins à l'aise pour tenir une conversation sur la cuisine, par exemple. Donc c'est vraiment un outil fait pour parler, pour gagner en vocabulaire, en réflexe et en aisance à l'oral aussi, parce que forcément, le fait de parler régulièrement va vous faire gagner en confiance. Donc si vous souhaitez tester Cambly gratuitement, il y a un code promo qui a été créé pour ça, LMC60. Il vous offre 15 minutes de cours d'essai gratuit et ensuite 60% de réduction sur l'abonnement d'1 an. Vous trouverez un lien en description pour tester tout ça. Donc un grand merci à Cambly de sponsoriser cette vidéo et donc de soutenir la chaîne. Et maintenant, on enchaîne tout de suite avec notre sujet. Les estimations varient, mais le nombre de personnes capables de parler anglais dans le monde s'élève à environ 1,4 milliard, répartis dans un grand nombre de pays à travers tous les continents. Alors évidemment, le niveau de maîtrise de la langue n'est pas du tout homogène parmi ces 1,4 milliard d'individus, et le linguiste indien Braj Kashroo classait ces pays dans un modèle en 3 cercles. Le cercle central représentant les pays avec une majorité d'individus dont l'anglais est la langue maternelle. Ça va être par exemple les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, l'Irlande ou encore la Nouvelle-Zélande. Donc en fait les pays de langue et de culture anglo-saxonne. L'Afrique du Sud y est parfois également inclus. Le second cercle représente les pays où l'anglais est utilisé en seconde langue par une grande part de la population. On y inclut par exemple l'Inde, le Pakistan, le Nigeria, la Malaisie, les Philippines ou encore la Jamaïque. On y trouve en fait beaucoup d'anciennes colonies britanniques. Et le troisième cercle représente les pays où l'anglais est appris comme langue étrangère à l'école. Et là, on peut en fait y inclure un très grand nombre de pays puisque l'anglais est la langue la plus apprise à l'école. Alors parfois la frontière entre les cercles est mince et sujette à débat, c'est le cas pour les Pays-Bas par exemple entre les cercles 2 et 3, car l'anglais est très bien maîtrisé par une large part de la population, mais il reste une langue surtout apprise à l'école et n'est pas forcément considérée comme seconde langue. Donc avec l'idée des 3 cercles, déjà vous comprenez qu'on ne parle pas ici de 1,4 milliard de personnes ayant un anglais de niveau courant. Le troisième cercle inclut clairement des populations capables de comprendre la langue à minima, mais parfois sans être en mesure de tenir aisément une conversation. Alors pour comprendre pourquoi l'anglais est aujourd'hui parlé par autant d'êtres humains, il faut évidemment retourner un peu dans le passé. Vous voyez sur la carte l'ensemble des terres ayant fait partie à un moment de l'Empire britannique. Parmi elles, on retrouve tout d'abord les pays faisant partie du premier cercle du modèle de Braj Kashroo. Donc au-delà des îles britanniques, on a des régions où une importante immigration venue du Royaume-Uni a eu lieu par le passé, comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande en Océanie, et le Canada et une partie des États-Unis en Amérique du Nord. À l'origine, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont été des terres d'immigration essentiellement anglaises, donc cette langue s'est imposée naturellement parmi les colons. Le Canada a été une terre d'immigration anglaise également, mais pas que, vous le savez, le français y est implanté durablement, et aujourd'hui les 2 langues sont officielles dans le pays, le français étant la langue maternelle de 22% de la population, et le reste étant composé essentiellement d'anglophones. Ensuite, il y a le cas des États-Unis qu'on va un peu plus détailler. Le pays a été la destination de nombreuses migrations différentes issues d'une grande diversité de pays européens. Ce sont des colons anglais qui s'installent d'abord en nombre dans l'est du pays. Ils viennent de différentes régions du Royaume-Uni et ne parlent donc pas exactement le même anglais, puisqu'historiquement au Royaume-Uni existent, comme en France, disons des patois avec du vocabulaire, des expressions, des accents différents. Et cette diversité au sein même de la langue anglaise mène progressivement à la formation d'une forme d'anglais commun plus ou moins homogénéisé entre ces colons, et cela relativement rapidement. Si bien que lorsque l'immigration venue d'autres pays européens s'accélère, une langue commune est déjà relativement répandue et installée dans ce qui deviendra les États-Unis.
Ces nouveaux colons viennent d'un peu partout, on trouve beaucoup d'Allemands, d'Irlandais, également des Hollandais, des Français, je rappelle que la Louisiane a été un moment française, des Italiens, il y avait également une présence hispanophone historique dans l'ouest et le sud, sans oublier également la présence de populations issues d'Afrique, essentiellement dans le sud du fait de l'esclavage, qui arrive également avec de nombreuses langues différentes. Finalement, l'anglais va au fil du temps s'imposer naturellement au sein de toutes ces populations, et c'est ainsi qu'il deviendra la langue dominante des États-Unis. On a donc ici notre socle de locuteurs, des colonies de peuplement où les migrants ont largement supplanté les populations autochtones et où l'anglais est devenu la langue maternelle de populations qui forment aujourd'hui, disons, la communauté anglo-saxonne à travers le monde. Et comme je le disais tout à l'heure, on peut y ajouter également l'Afrique du Sud, mais pour une partie seulement de sa population aujourd'hui. Ensuite, il y a toutes les colonies britanniques qui n'ont pas fait l'objet de réels peuplements de colons issus de la métropole. Vous le voyez, elles se situent essentiellement en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie du Sud et en Océanie. Et comme on n'a pas le temps de détailler pour chaque pays comment l'anglais est parvenu à s'installer durablement, on va prendre simplement deux exemples, l'Inde et le Nigeria, puisque dans cette catégorie, ce sont les deux pays comptant le plus de locuteurs aujourd'hui. Au Nigeria, l'anglais s'est d'abord implanté avec la présence de comptoirs commerciaux britanniques au cours du XVIIe siècle. Les marchands européens et africains ont besoin de communiquer pour pouvoir commercer, et c'est l'anglais qui sera de plus en plus utilisé. Certains marchands africains envoient même leurs enfants apprendre l'anglais en métropole et servent d'interprètes une fois rentrés au pays. Mais dans un premier temps, l'utilisation de la langue anglaise par les populations africaines n'est que très peu répandue, elle se cantonne essentiellement aux commerçants dans les zones côtières et ne pénètre pas du tout à l'intérieur des terres. Puis, avec l'abolition du commerce d'esclaves au XIXe siècle, les Britanniques et autres Européens souhaitent trouver de nouveaux moyens d'exploiter l'Afrique et entreprennent l'exploration de l'intérieur des terres. Ces explorations ont des buts commerciaux et politiques évidemment, mais également religieux. Des missionnaires vont venir se greffer à ces explorations et commencer à convertir les populations au christianisme. Et cette christianisation passe entre autres par la construction d'écoles où une instruction religieuse donnée en anglais sera privilégiée. Et ça va être un vecteur important de la diffusion de l'anglais au Nigeria. À noter qu'elle sera moins importante dans le nord du pays où l'islam est déjà implanté. L'anglicisation via la christianisation va donc être logiquement moins efficace. L'anglais va donc finir par trouver une petite place au sein des élites éduquées de la société nigériane, aux côtés des très nombreuses autres langues locales. La coexistence de toutes ces langues va mener à l'apparition d'un créole, aujourd'hui parlé par une majorité de la population. C'est un mélange de langue locale, mais également d'anglais et de portugais qu'on appelle le pidgin. Le pidgin et l'anglais nigérian standard vont évoluer parallèlement, le pidgin étant plutôt parlé au quotidien dans les conversations informelles, tandis que l'anglais nigérian standard est utilisé dans les domaines de la politique, des médias ou de l'éducation par exemple. Cet anglais nigérian a bien évidemment dérivé de l'anglais venu du Royaume-Uni sur les plans grammaticaux, de prononciation ou d'épellation. Il est aujourd'hui la langue officielle du pays, mais elle est en réalité utilisée en seconde, voire troisième langue, et seulement par une petite part de la population. Le cas du Nigeria est intéressant car il amène à se poser la question « Que doit-on considérer comme de l'anglais ?» On peut raisonnablement se dire que l'anglais nigérian standard est une forme d'anglais, avec ses spécificités, mais qu'en est-il du pidgin ? L'intérêt d'une langue à dominante mondiale étant de permettre le dialogue entre les populations, est-ce qu'un locuteur pidgin pourrait avoir une conversation avec, par exemple, un locuteur singlish ? Le singlish étant un créole parlé à Singapour qui a un modèle assez similaire au pidgin, c'est-à-dire qu'il est basé sur l'anglais, mais avec des mots chinois ou malais, entre autres. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que les populations s'approprient l'anglais, le transforment et l'adaptent à leur usage. Prenons maintenant l'exemple de l'Inde. En Inde, comme au Nigeria, la présence anglaise a commencé par l'ouverture de comptoirs commerciaux, comme à Surat en 1612, Madras en 1639, ou plus tard à Calcutta en 1690. Au départ en concurrence avec surtout la France, les Pays-Bas et le Portugal, les Britanniques vont parvenir à s'imposer commercialement dans la région, puis également politiquement et administrativement en prenant le contrôle des terres indiennes, soit en gérant directement des régions, soit par le biais de Maharajas hindous ou Nawabs musulmans, forcés de déléguer une partie de leurs pouvoirs administratifs aux Britanniques. Dans un premier temps, un courant orientaliste domine l'administration britannique, c'est-à-dire qu'elle va par exemple privilégier une instruction en langue locale dans les écoles gérées par les Britanniques, qui cherchent à établir de bons rapports avec certaines élites indiennes. Mais par la suite, un courant angliciste va venir le supplanter au cours du XIXe siècle, et à partir de 1835, le budget alloué à l'instruction sera affecté exclusivement à des établissements diffusant le savoir en anglais.
L'anglais va également remplacer le persan dans l'administration et la justice, et en 1857, les universités de Calcutta, Bombay et Madras sont créées par les Britanniques, où une instruction en anglais peut être donnée. L'anglais s'impose donc peu à peu dans les domaines de l'éducation, plus précisément dans les cursus de hautes études, et dans l'administration et la justice jusqu'à l'indépendance en 1947 et même au-delà. Donc comme au Nigeria, elle est plutôt la langue des élites et utilisée dans des contextes ou situations bien particuliers. Aujourd'hui, elle est parlée par 3% des ruraux et 12% des urbains, et de la même manière, elle ne s'est pas totalement imposée comme langue commune puisqu'elle est en concurrence avec l'hindi, qui reste la première seconde langue des Indiens, l'anglais ne venant qu'après. Au final, l'anglais est la première langue d'environ 260 000 Indiens, la deuxième d'environ 83 millions, ce sont surtout les Indiens dont la première langue est l'hindi, et la troisième d'environ 46 millions, donc des Indiens qui parlent surtout une langue plus locale en première langue, l'hindi en seconde langue et l'anglais en troisième. Alors les estimations varient évidemment, mais cela donne au moins 130 millions de locuteurs, et finalement ce n'est pas tant que ça quand on rappelle que l'Inde abrite tout de même 1,3 milliard d'habitants. Et comme au Nigeria, l'anglais utilisé par les Indiens a également évolué de son côté et comporte ses particularités. Alors ce ne sont ici bien évidemment que deux exemples de la manière dont l'anglais a pu évoluer au sein des anciennes colonies britanniques, mais ils montrent néanmoins qu'aujourd'hui l'anglais y est parlé essentiellement par une certaine élite, dans des contextes bien particuliers, et que c'est une langue que les populations se sont appropriées au fil des siècles. Et si la colonisation britannique a permis une première diffusion de la langue anglaise à travers le monde, de poser les bases de cette domination, c'est ensuite les États-Unis, avec leur influence grandissante au cours des 20e et 21e siècles, qui vont venir la renforcer. Non seulement dans des pays où l'anglais était déjà utilisé en deuxième ou troisième langue, mais surtout dans d'autres pays jamais colonisés par le Royaume-Uni, c'est-à-dire des pays qui font plus ou moins partie du troisième cercle de Braj-Kachru. L'influence des États-Unis qui a permis d'accentuer la diffusion de l'anglais à travers le monde repose à la fois sur les aspects économiques, culturels et politiques. Politiquement, on l'a vu, l'héritage de l'Empire britannique a joué un rôle essentiel, l'anglais étant devenu la langue officielle et ou langue d'administration dans un grand nombre de pays à travers le monde. Et l'anglais est également une langue largement utilisée dans le domaine des relations internationales. Au milieu des années 90, le linguiste David Crystal s'était intéressé aux langues utilisées par les organisations internationales. À l'époque, environ 12 500 étaient recensées et parmi elles, environ un tiers précisait la liste des langues utilisées de manière officielle dans leurs rapports, communiqués, etc. David Crystal en a analysé 500 d'entre elles et a montré que 85% utilisaient l'anglais comme une de leurs langues officielles. La langue arrivant en seconde position étant le français à seulement 49%. Et parmi cet échantillon, environ un tiers n'utilisait que l'anglais. L'anglais est aussi avec le français la langue officielle de l'OTAN, organisation dominée par les États-Unis. Elle fait partie des 6 langues officielles de l'ONU et est avec le français la langue officielle de travail du secrétariat général de l'ONU. Et elle est avec le français et l'allemand une des langues de travail au sein des institutions de l'Union européenne. Elle est également la langue de travail de l'ASEAN, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ce dernier exemple étant encore plus parlant car cette institution internationale ne comporte pas de pays anglo-saxons. Sur le plan économique, les États-Unis confirment leur domination après la Seconde Guerre mondiale. Ils sont le pays de la recherche scientifique, technologique et industrielle. Microsoft, IBM, Apple ou plus tard Google. La puissance économique des États-Unis impose donc au monde professionnel de parler anglais. Les États-Unis sont également une destination privilégiée des élites du monde entier dans le domaine des hautes études. En 2016, 1,2 million d'étudiants internationaux ont fréquenté les universités américaines. Et entre 1995 et 2005, plus d'un quart des entreprises américaines de technologie et d'ingénierie avaient un fondateur d'origine étrangère. Cet essor économique est accompagné d'une domination culturelle, notamment via le cinéma et la musique, et depuis une quinzaine d'années également avec l'explosion des séries. Ces 3 éléments diffusent évidemment la culture anglo-saxonne et sa langue, et cette diffusion culturelle a été largement facilitée par l'arrivée d'Internet dans les années 90. Vous pouvez voir sur ce tableau le nombre de films produits par pays sur l'année 2009. Les États-Unis arrivent en 2e position, derrière l'Inde. Et sur ce second tableau, vous voyez les parts de marché des films produits aux États-Unis dans quelques pays en 2009. On voit qu'ils dominent largement certains marchés et ont une présence très confortable dans d'autres, comme au Japon ou en Corée du Sud. La part de marché est plus faible en Inde, mais malgré la puissance de la production cinématographique indienne, on constate que les productions américaines parviennent tout de même à se démarquer et à s'implanter dans le pays. Et enfin, vous avez ici le top 20 du box-office mondial, toujours en 2009. Vous voyez qu'il n'y a pas un seul film pour lequel les États-Unis ne sont pas impliqués dans la production.
Enfin, et c'est un élément décisif, l'anglais est la langue la plus apprise à l'école. Cela peut être considéré à la fois comme une cause ou comme une conséquence de sa domination. En tout cas, il est certain que plus l'anglais devient une langue globale, plus la nécessité de la maîtriser devient évidente. On a donc vu quelques éléments qui ont permis de faire de l'anglais une langue globale. Pour autant, elle n'est pas seule dans ce cas et elle est concurrencée par d'autres langues qui comptent parfois davantage de locuteurs. En Asie, on peut citer le mandarin en Chine et l'hindi en Inde dont on a déjà parlé. Le mandarin standard en Chine est parlé par près d'1 milliard de Chinois et l'hindi par près de 350 millions d'Indiens. Mais même si ces deux langues rivalisent ou dépassent largement l'anglais en termes de nombre de locuteurs, elles ne se sont pas réellement exportées au-delà des frontières de leur pays d'origine et n'occupent donc pas la même fonction que l'anglais. C'est en revanche en partie le cas de l'espagnol, de l'arabe ou encore du russe, qui sont des langues utilisées dans des régions entières, avec leurs variantes bien sûr, mais qui peuvent servir de langue commune et donc rivaliser avec l'anglais. Le cas du français est aussi intéressant, je vous invite à aller voir ma vidéo sur la francophonie. Elle a eu un modèle d'exportation similaire à l'anglais du fait de la colonisation française à travers le monde, mais elle n'a pas ensuite bénéficié d'un boost aussi important que celui que la domination des États-Unis a offert à l'anglais. Donc l'anglais a tout de même des concurrents, mais des concurrents régionaux. Et au-delà de ces régions linguistiques, ou entre ces régions linguistiques, c'est souvent l'anglais qui est utilisé pour les échanges. Cette langue a donc encore de beaux jours devant elle, et il sera intéressant d'observer si, avec les moyens de communication qui s'intensifient, l'anglais est amené à s'homogénéiser, ou si au contraire les populations vont encore plus s'approprier la langue et créer ainsi des particularismes très marqués. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à y mettre un like, ça m'aide à la mettre en avant pour le référencement YouTube. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche des notifications pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. J'en sors une par mois, donc vous ne serez pas harcelé. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement, ça se passe sur Tipeee ou Utip, vous trouverez les liens en description. Et encore évidemment, un énorme merci à tous les tipeurs qui me soutiennent financièrement. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!